accueillir Louisa Limido, qui est architecte, docteur en géographie, journaliste et lauréate en 2017 de la Villa Le Nôtre, cadre dans lequel elle a travaillé sur la formation des architectes paysagistes à partir de Jean-Pierre Barrier-Deschamps, qui est le sujet de sa conférence aujourd'hui. Oui, alors d'abord, je remercie tous les organisateurs du colloque de cette invitation. Je suis vraiment honorée d'être parmi les intervenants à ce colloque. Mon intervention concerne la formation, la première formation des architectes paysagistes à partir de Jean-Pierre Barrier-Deschamps. J'ai utilisé le mot d'architecte paysagiste et je l'ai mis entre guillemets parce qu'en fait j'aurais pu utiliser également celui de décorateur, créateur, dessinateur, etc. C'est-à-dire que j'aurais pu choisir un parmi toutes les définitions que Barrier-Deschamps même utilise dans les en-têtes de ces papiers. Et cela, c'est pourquoi concevoir, projeter, réaliser les nouveaux jardins selon un nouveau style, c'est en fait un nouveau métier qui voit son essor à cette époque et dont Barrier-Deschamps est le fondateur. Mon intervention sera partagée en 3 parties. D'abord, je vais parler de Floris de la Mouette en tant que toute première école pratique pour les futurs créateurs des jardins. Après, dans la deuxième partie, je vais vous parler plutôt des principes théoriques dispensés à l'école dans l'enseignement d'architecture des jardins et des serres à l'école de Versailles. Et dans la troisième partie, j'ai fait une hypothèse d'une possible méthodologie de projet donnée toujours aux élèves de l'école de Versailles. Et là, on verra comment les principes théoriques vont se fusionner avec l'expérience pratique. La deuxième et la troisième partie sont le résultat de ma résidence à la Villa Le Nôtre. Je suis faite, comme a été dit, parmi les lauréats de cette année. Mon projet de recherche était focalisé sur la formation à l'école de Versailles et à partir surtout de la documentation qui est gardée dans le fonds historique de l'école de Versailles. Alors, pour parler de Floris de la Mouette, il faut tout d'abord préciser les spécificités de son fondateur, qui est Barrier-Deschamps. Barrier-Deschamps a été un horticulteur autodidacte qui a appris son métier sur le terrain, quelqu'un qui a travaillé toujours sur le terrain et qui a eu comme lieu de formation principal, son principal lieu de formation a été la colonie agricole et pénitentiaire de Mettray, donc un lieu assez spécial où il reste entre 1840 et 1848, sauf la période où il fait un séjour d'études un muséum d'histoire naturelle à Paris, où il rencontre toute une série de personnages importants, parmi lesquels Auguste Hardy, qui sera le futur fondateur de l'école de Versailles. Mais alors là, c'est dans son lieu assez spécial qu'il apprend et il met en pratique toute une série de principes qu'on va retrouver après dans le Floris de la Mouette. C'est-à-dire que là, il apprend la rigueur, l'ordre, la méthode, la discipline militaire. C'est là qu'il est responsable d'une sorte d'école d'horticulture et il affine ses aptitudes pour la communication, pour la pédagogie, pour la formation des élèves. C'est ici aussi qu'il commence à avoir une équipe de collaborateurs. Il va mettre en place une première équipe de travail. Après, le rigueur et la méthode qu'il a appris à maîtriser s'enrichissent d'autres compétences qui vont caractériser sa démarche. Il arrive au Bordeaux en 1848, comme a été déjà dit, pour gérer l'établissement horticole qui est propriété de sa femme, et il commence à l'agrandir et surtout à spécialiser cet établissement qui se spécialise dans la production
multiplication et acclimatation des plantes tropicales, qui étaient à cette époque encore méconnues et surtout étaient encore reléguées dans les jardins botaniques. Et lui, il s'occupe donc, dans cette période à Bordeaux, il s'occupe des questions qui sont purement horticoles, mais il commence à projeter des jardins. Déjà, il fait un projet pour le jardin public de Bordeaux, mais il fait surtout des projets pour la bourgeoisie bordelaise. Et pour ces projets, il utilise les nouvelles plantes qu'il lui-même produit, donc de sa production. La technique horticole qu'il maîtrise parfaitement rend possible la construction de nouveaux jardins. C'est la technique qui devient le moyen nécessaire, indispensable pour exprimer son idée de projet. Le projet pour lui, donc le résultat d'une technique et d'une pensée. Et cela va lui permettre de jouer entre les échelles. Il a ainsi la possibilité de travailler, de faire des travaux de plantations urbaines et il va à partir de là collaborer avec Haussmann et avec Alphand. Mais en même temps, il est capable de faire des jardins publics et privés et de faire des jardins à toute autre échelle, c'est-à-dire des jardins éphémères ou des jardins en miniature. C'est lui qui, pour l'organisation des fêtes de la ville et notamment pour la visite du prince président, il va transformer la place des Cancrons dans un jardin éphémère où il va aussi réaliser autre chose dans les places et l'espace urbain et en même temps, il va faire des jardins à l'intérieur des palais comme le Grand Théâtre et le Palais de la Bourse. Il ne s'agit pas d'une simple décoration végétale des lieux, il s'agit plutôt de créer des jardins à différentes échelles. Il était capable, parce qu'il il maîtrisait parfaitement la technique horticole. Et c'est justement cette transversalité qui sera bien appréciée pour le futur Napoléon III, et c'est la raison pour laquelle il est appelé au service de promenade et plantations à Paris, où il condense, dans cette période où il est jardinier en chef, il condense tous les principes, toutes les compétences qu'il avait acquises pendant sa formation et sa carrière. C'est là qu'il, grâce à la collaboration avec les ingénieurs, il peut mettre en valeur ses capacités. Il peut réaliser les choses avec toute une autre ampleur. Et quand il arrive à Paris, en fait, il est en même temps responsable du projet du nouveau Bois de Boulogne, des jardins qui sont à l'intérieur, mais en même temps, il est le fondateur et le responsable du Floris de la Mouette, c'est-à-dire dans un lieu de production des plantes qui est le correspondant de ce qu'il avait à Bordeaux, qui était d'abord un petit ensemble des serres à Passy, mais qui va au fur et à mesure s'agrandir, se perfectionner et mettre aussi en place toute une technologie assez sophistiquée grâce à la collaboration des ingénieurs. Cet établissement donc se spécialise, comme à Bordeaux, dans la reproduction et l'acclimatation des plantes, et notamment les plantes tropicales, qui s'installent dans les jardins et qui vont caractériser les nouveaux jardins de la capitale. Donc, le cercle se ferme comme l'avait été à Bordeaux. Il s'agit donc d'une usine de la production horticole, il s'agit d'un vrai moteur de la transformation paysagère. Donc le Floris de la Mouette, c'est un lieu de production et de progrès, mais c'est aussi un lieu de rencontre et d'échange. Tous ceux qui sont engagés dans la transformation paysagère de la ville, ils passent par là. Barrier des Champs, ils résident, ils travaillent là. Alphand aussi réside dans leur quartier. Il y a tout ce qui concerne le paysage va se concentrer dans ce lieu et ils deviennent aussi en école. On est comme un lieu de formation, une école pratique pour les apprentis jardiniers qui attire des jardiniers qui viennent du monde entier, qui viennent de la Belgique et de l'Angleterre surtout, et qui veulent apprendre les connaissances indispensables pour planter et dessiner les jardins selon le nouveau style. Ils veulent apprendre la technique et la pensée qui est derrière le projet. Et Barrier des Champs est à ce propos le professionnel de référence et c'est pourquoi on parle d'école de Barrier des Champs.
Et c'est justement cette école qui est à l'origine de la naissance du nouveau paysage urbain qui intéresse la grande comme la petite échelle, qui intéresse l'ensemble des espaces publics, tous les espaces à l'extérieur, mais également l'intérieur des palais publics, mais aussi des immeubles haussmanniens. À l'occasion de l'exposition universelle de 1867, les conquêtes horticoles et les réalisations paysagères de Paris sont montrées au monde entier. Et cette exposition aura un très grand succès. Le monde entier apprécie les réalisations, sollicite le service des promenades et plantations pour pouvoir réaliser ces nouveaux jardins. Et donc, la question de la formation devient à ce moment-là urgente. Il est indispensable de disposer de spécialistes capables de réaliser et entretenir les jardins d'après les nouveaux principes paysagers. Après la naissance de l'école du Breuil, on assiste à la naissance de l'École nationale d'horticulture qui s'installe en 1874 dans le potager du roi à Versailles, et Auguste Hardy, jardinier en chef du potager, est nommé directeur de l'école. C'est lui qui s'engage à rédiger un programme après des visites d'études dans des écoles belges de Villevent et des Gandes. Et c'est justement là, dans cette visite, qu'il a la suggestion d'introduire à Versailles l'enseignement d'architecture des jardins, mais qui devienne à Versailles architecture des jardins et des serres. Parce que ces deux éléments, après l'expérience du fleuriste, sont désormais indissociables. Hardy aura quelques problèmes à recruter un professeur pour cet enseignement, quelqu'un qui est capable de planter et dessiner les jardins. Et seulement en 1876, le professeur est finalement nommé, et c'est l'ingénieur Darcel. Le choix n'est pas un hasard. Darcel, c'est lui qui a travaillé avec Barrier Deschamps en tant que responsable du service de plantation, mais également de fleuriste de la Mouette. C'est lui qui a partagé la grande expérience de la transformation paysagère de la capitale. C'est lui qui a, avec Barrier Deschamps, mis au point cette nouvelle manière de faire les jardins et qui a publié l'année avant, 1875, son étude sur l'architecture des jardins qui théorise tout ce bagage et cette expérience de la capitale. Alors, l'étude de l'enseignement de l'architecture des jardins et des serres m'a permis de dégager les fondements de cette première formation à l'école de Versailles. Il faut tout d'abord faire une précisation, c'est-à-dire que l'enseignement est donné d'abord par Darcel pendant 2-3 ans et tout de suite après par Auguste Choisy. Mais on peut considérer cette période de 15 ans comme un seul enseignement parce que les principes dispensés aux élèves sont les mêmes. Et pourquoi sont les mêmes? Parce qu'en fait, il y a une correspondance directe entre le cours de Choisy, c'est le seul programme du cours de Choisy qui est publié dans le petit livre d'André consacré à l'école de Versailles. Il y a une correspondance entre ce programme et l'organisation des chapitres de l'ouvrage de Darcel dont je viens de parler. Et en plus, dans le bulletin de l'Association des anciens élèves, c'est écrit clairement que Darcel accepte d'enseigner à l'école de Versailles à la condition d'être supplé et remplacé par son élève et ami Choisy. Et donc, si Darcel jette les bases de l'enseignement, Choisy le développe et le perfectionne. Et en plus, troisième raison, mais peut-être la plus importante, c'est qu'il s'agit des deux ingénieurs. Darcel et Choisy, ils ont la même formation à l'école polytechnique, à l'école des ponts et chaussées. Ils mettent en pratique la même méthode. Et en plus, à partir de la documentation d'archives, on comprend aussi qu'ils ont des aptitudes, des passions, les mêmes aptitudes pour l'architecture et pour l'archéologie, qui aura, comme on va voir, un rôle important. En tout cas, Darcel est le premier. C'est lui qui commence le premier cours d'architecture des jardins et des serres à l'école de Versailles. Et en absence des documents d'archives concernant ces cours,
Son étude sur l'architecture des jardins constitue la référence principale. Il s'agit d'un recueil des conférences orales données aux élèves jardiniers de la ville de Paris qui qui a un but pédagogique que Darcel explique déjà dans la préface en disant qu'il veut constituer un corps d'enseignement bien organisé, ce qui manque, lui dit, au manuel français. La référence est certainement l'expérience au service des promenades et plantations de Paris, bien qu'elle ne soit pas explicitement indiquée. Mais on peut le comprendre facilement en lisant l'ouvrage, on peut facilement reconnaître la méthode théorique spécifique des ingénieurs qui est fusionnée avec la pratique, le travail sur le terrain. Et Darcel même, à plusieurs reprises, il parle de l'expérience. Il dit « l'expérience nous oblige à faire ça plutôt qu'une autre chose », donc utilise l'expérience pour justifier certains choix et principes qu'il explique dans son ouvrage. On retrouve aussi les principes techniques fusionnés avec les idées du projet. Donc, tout ce que condense le fleuriste de la Mouette, on va le retrouver dans cet ouvrage. En première analyse de cette étude de Darcel m'a permis de comprendre des principes de base dispensés aux élèves. Alors, tout d'abord, on comprend que le jardin est considéré et enseigné donc comme une œuvre architecturale et la discipline qui s'en occupe est l'architecture des jardins. Et donc, si l'architecture des jardins, l'art des jardins est entré dans la ville de Paris en passant par l'horticulture, par le fleuriste de la Mouette, par cette technique horticole très forte, maintenant, avec ce passage, l'art des jardins passe sous le domaine de l'architecture et assume un statut disciplinaire qui est celui d'une branche de l'architecture théorisée par des ingénieurs. Le jardin, comme l'architecture, satisfait à des lois qui sont communes et générales. Darcel introduit son ouvrage avec un long chapitre consacré à l'histoire, un cheminement historique, et donc il nous amène de l'Antiquité à la modernité en continuité. Et donc il n'y a pas d'opposition entre le jardin français et le jardin paysager. Il n'y a pas d'opposition au niveau de principe. Il y a des oppositions, des différences se révèlent dans le traitement des formes et des éléments. Et donc, le jardin paysager est la naturelle évolution du jardin de Lenôtre. Et Darcel s'arrête plus sur le modèle paysager dans son organisation des chapitres qui est toujours en parallèle, le jardin français et le jardin paysager. Il s'arrête plus sur le modèle paysager parce que c'est lui qui répond mieux aux exigences et aux besoins de la nouvelle société. C'est le résultat d'un procès, d'un progrès. Cet enseignement laisse la trace sur les futurs créateurs des jardins comme nous dit choisi à l'occasion des obsèques d'Darcel, où il dit que ses anciens élèves gardent le souvenir de ces leçons d'une portée si haute, où ils ont compris que le goût est avant tout le sens de ce qui convient et que les manifestations en apparence les plus libres de l'art relèvent d'une sévère logique. En mémoire résume ce précieux enseignement et reste comme le code de toute une branche de l'architecture. Il se réfère à la publication de l'étude de l'architecture des jardins. Et Choisy prend la suite tout de suite, après seulement 2 ans d'enseignement d'Darcel. Choisy continue et il aura un rôle très important pour mettre au point ces principes de cette sévère logique dont il parle. Il est polytechnicien, Choisy, polytechnicienne et ingénieur des ponts et chaussées qui, après des études brillantes, commence sa carrière comme sa carrière administrative comme ingénieur et il se consacre en même temps à l'étude, à la recherche, à l'histoire et à l'architecture. Et il devient tout de suite, bientôt, archéologue, historienne, membre honoraire des architectes britanniques, dessinateur impeccable et surtout professeur, en même temps à l'école de Pont-et-Chaussée et à l'école de Versailles.
La documentation qui est gardée sur Choisy aux archives nationales, en général dans les archives, est assez riche et nombreux sont les ouvrages consacrés à sa pensée, parce qu'il a été la grammaire pour des générations d'architectes et d'historiennes. Mais presque rien a été écrit sur son enseignement à Versailles. Il est seulement cité, mais pas toujours. Et lui n'a écrit rien de spécifique sur les jardins, malgré son enseignement d'architecture des jardins et des serres. Il publie en revanche plusieurs ouvrages sur l'histoire de l'architecture dans différentes périodes historiques et sur ses différentes missions en tant qu'ingénieur. Son ouvrage principal, c'est l'histoire de l'architecture en 2 volumes, publié en 1899, qui recueille sa pensée. C'est vraiment la somme de tout son parcours, de sa carrière, de ses idées, de ses principes. Et donc, étant donné qu'il n'y a pas de documents d'archives sur ses cours, ni à l'école de Versailles, ni à l'école de Pont-et-Chaussée, cette histoire de l'architecture peut être considérée comme son cours à l'université. Et dans cet ouvrage, il aborde la question du projet d'architecture et la méthode qu'il utilise dans la composition de cette histoire correspond à la méthode qu'un architecte pourrait utiliser pour aborder un projet d'architecture. Donc, c'est une histoire, mais en même temps, c'est aussi un traité. Et en tant que tel, je l'ai comparé avec celui de Darcel, pour essayer de dégager d'autres principes dispensés aux élèves, des principes plutôt concernant le projet. J'ai fait donc une lecture comparée entre ces 2 ouvrages qui sont l'une référée aux cours dispensés par Darcel, l'autre par Choisy. Je l'ai mis ensemble et j'ai compris d'autres choses. Je suis rentrée plus dans l'enseignement et j'ai compris que, comme nous explique Choisy à propos des architectures, Darcel affirme que la structure d'un jardin doit être bien claire dans son organisation et dans ses hiérarchies. Et là, c'est le concept de l'unité des conceptions et d'exécution qui est un concept très cher à Darcel, qui est très soutenu par Choisy et qui rappelle la démarche pratique de Barrier-Deschamps, l'idée de projet en tant que résultat d'une idée et d'une technique. À cette unité de conception et d'exécution, tout est sacrifié et subordonné. C'est ce que Choisy appelle l'emploi raisonné des matériaux et Darcel explique que tout ce qu'il appelle les matériaux du paysagiste, c'est-à-dire rochers, percés, vallonnements, etc., doivent répondre à cette idée d'unité. Cette unité, à son tour, est dominée par une loi qui est supérieure, qui est la loi de la proportion. Alors, la proportion domine l'ouvrage de Choisy. Dans chaque chapitre de son histoire, on retrouve une partie consacrée à la proportion. Pour lui, la loi de la proportion éveille en nous l'idée de l'ordre qui n'est pas loin de l'idée du beau. Et également, Darcel, dans plusieurs parties de son ouvrage, répète le concept que la beauté dépend en grande partie de l'adoption de dimensions qui sont des multiples simples d'un étalon commun. De la proportion dérive le concept d'harmonie, comme celui de variété, c'est-à-dire la diversité des détails dans l'unité d'ensemble. Et donc, on peut dire que unité, harmonie et variété, qui sont les caractères propres aux architectures, deviennent les postulats de base pour tracer convenablement un jardin. Le concept d'unité trouve une correspondance aussi dans les méthodes de représentation adoptées. Alors, comme Darcel suggère, pour avoir une vision d'ensemble des courbes de niveau et des profils ou bien des plans en relief, Choisy invente les projections axonométriques qui lui permettent de voir les architectures de l'extérieur, de l'intérieur et surtout d'avoir la mesure des architectures. Là, c'est tout un travail à faire sur les méthodes de représentation que je n'ai pas fait, mais je suis sûre qu'il pourra donner des informations importantes si on arrivera à le développer plus en détail.
Mais Choisy ne s'arrête pas aux principes que je viens de dire et qui sont des principes propres de l'esthétique scientifique des ingénieurs. Il ajoute d'autres principes qui font partie d'une esthétique, une esthétique de la perception qui est tout à fait différente, qui est même d'une certaine façon contradictoire par rapport à l'esthétique des ingénieurs et qui, lui, il explique parfaitement dans un chapitre de son ouvrage qui intitulé « Le pittoresque dans l'art grec ». Alors là, à partir de l'étude de la disposition irrégulière des édifices de l'acropole, Choisy ordonne le site dans une composition cinétique, c'est-à-dire une série de tableaux que le visiteur découvre au long d'un parcours. Chaque tableau est un événement autonome, fondé sur une idée principale, celle qu'elle appelle la première impression, qui est capable de produire émotion et de surprendre par des profondes modifications dans la perception. Donc, il a décomposé l'acropole dans 4 tableaux qui sont capables de recomposer l'ensemble de l'acropole. Et c'est une sorte, selon des spécialistes des Choisy, c'est une sorte de montage cinématographique qu'il fait de l'acropole. Et il décrit chaque tableau faisant un recours à des éléments qui sont spécifiques de l'art de bâtir les jardins. Donc, il nous parle du cadrage, des lumières, du contraste, du premier plan, arrière-plan, des couleurs, des corrections, illusions optiques, de la topographie, de l'orientation et surtout, il nous parle des émotions. Et à la fin, donc, l'acropole apparaît comme une composition paysagère ordonnée selon une sorte de dissymétrie maîtrisée qui correspond à la méthode de la pondération et qui nous rappelle les compositions paysagères de l'époque. Choisy même la décrit ainsi en disant que chaque motif d'architecture pris à part est symétrique, mais chaque groupe est traité comme un paysage où les masses seules se pondèrent. Ainsi procède la nature, les feuilles d'une plante sont symétriques, l'arbre est une masse équilibrée. L'acropole constitue pour Choisy le cas d'étude le plus parfait, le plus complet, c'est lui qui exalte la perfection et la supériorité des Grecs, selon Choisy, pour l'architecture, mais également pour cette capacité unique d'harmoniser l'architecture au paysage. En tant que telle, l'acropole devient la référence principale, celle qui est bien sûr prise en considération, expliquée pendant ces cours. Et alors, comme Choisy considère l'acropole le cas d'étude exemplaire, Darcel, à la fin de son ouvrage, lui aussi considère un cas d'étude qui est une sorte de manifeste de ces principes. Alors, j'ai mis ensemble ces 2 cas d'études pour essayer de faire des réflexions et penser à une possible pédagogie du projet des jardins dispensés aux élèves. Élèves qui devaient rédiger, à la fin de leur parcours, un projet dans un terrain donné. Et dans le cas de Darcel, il devait rédiger un projet à Porchefontaine dans un terrain vide près du chemin de fer. Alors, j'ai mis ensemble ces 2 cas d'études, même s'ils sont très différents l'un de l'autre, et aussi j'ai mis des plans de barrières des champs pour essayer de voir s'il y a une méthode de projet. Et à mon avis, donc, il y a la présence tout d'abord d'un axe de référence qui est central à la composition et qui est commun à tous ces plans et qui semblerait correspondre à une sorte d'acte fondateur du projet. Donc, le premier approche projet est unidimensionnel et correspond à l'individuation des points principaux qui sont localisés au long d'un axe. Les points principaux sont l'entrée, la résidence, le centre de la composition, la limite de la propriété, etc. Ordonnés au long d'un axe. Et cet axe ordonne, mesure, proportionne l'espace, selon donc la loi de la proportion, qui est la garantie d'harmonie, selon les traités. Les points ainsi localisés permettent ensuite, deuxième étape, de passer à une approche qui est bidimensionnelle
et donc de tracer la hiérarchie des espaces, de séparer les surfaces dans l'unité de la composition. Donc, comprend que l'espace d'entrée par rapport à la composition générale du jardin, les sous-catégories d'espace à l'intérieur de l'espace principal, l'espace de service par rapport à l'espace plus représentatif, etc. Tout ça à l'intérieur d'un espace délimité que, comme les remparts de l'acropole délimitent parfaitement l'espace de la composition, également dans les jardins de cette période, il y a un élément qui est toujours prioritaire et fondamental, qui est le parcours des ceintures, et qui après sera un peu plus oublié et pas tout à fait considéré comme élément prioritaire, mais à cette époque-là était très important. Et en fait, dans les projets de Barrier des Champs, on peut toujours reconnaître cette subdivision des espaces à partir d'un parcours des ceintures qui délimite l'espace total du jardin. À l'intérieur de l'espace ainsi délimité, se localise, troisième étape, ce que Choisy appelle les tableaux. Et donc, il s'agit des points de vue, des architectures qui, en tant que parfaitement encadrés, étudiés, composés, pondérés, sont capables de dessiner l'espace, sont capables de recomposer l'espace dans son unité. Et pour obtenir ce but, il faut utiliser des techniques et des moyens qui sont spécifiques, qui sont mis au point exprès pour obtenir cet objectif. Alors, comme les Grecs utilisent de manière appropriée la topographie et les vues d'angle, Choisy nous explique parfaitement comment ils utilisent les différents niveaux et l'orientation des temples pour avoir ces visions, ces tableaux, pour donner valeur et force aux tableaux. En même temps, les jardins paysagers de cette époque utilisent les vallonnements, mettent au point ce système de vallonnements et des parcours en S, le jeu concave-convexe à la deuxième et la troisième dimension, qui est capable d'exalter les tableaux et de faire que l'ensemble soit recomposé. Enfin, cinquième étape, à l'intérieur de cet espace, on rentre dans le jardin. À ce moment-là, on rentre à la troisième dimension où on voit que prend forme la variété. La variété par la diversité des détails, la diversité des formes et des couleurs qui est obtenue dans le cas des jardins par les végétaux, dans le cas de l'acropole par les sculptures des Phidias. Donc, point, surface, tableau, vue, décoration constituent des possibles étapes d'une pédagogie de projet qui renvoie à la démarche pratique de Barrier des Champs. Et la documentation conservée aux archives des Yvelines qui concerne l'examen des Darcel, donc l'examen des élèves des Darcel à l'école de Versailles, a été pour moi révélatrice. Parce que il y a plusieurs dossiers des élèves et dans chaque dossier, on retrouve un plan, un dessin, une description et une rédaction du projet qui explique l'idée du projet, mais aussi la technique pour le réaliser en détail, avec aussi les travaux de Remblai et de Deblay, un devis avec les questions économiques, et il y a aussi dans chaque dossier un petit papier qui n'est pas rédigé par l'élève, mais plutôt par le professeur, dans ce cas-là Darcel, et ce sont des notes où il explique ce qui est bien par rapport à chaque élève et ce qui ne va pas. Et l'analyse de cette documentation dans son ensemble, dans tous les dossiers, m'a permis en fait de reconnaître les principes théoriques que je viens de parler et de suivre ce passage de la théorie à la pratique. Si on considère par exemple les remarques que Darcel fait à ses élèves par rapport à la forme des pelouses et des parcours, on comprend tout de suite quel est son modèle de référence dans sa tête, quel est le projet auquel il se réfère. Et donc, en conclusion,
Je peux affirmer que l'enseignement d'architecture des jardins et des serres dispensé à l'école de Versailles est, à mon avis, constitue, à mon avis, la théorisation a posteriori d'un savoir-faire et d'une expérience pratique de succès, celle du service des promenades et plantations de la ville de Paris, dont l'apport de Barrier des Champs a été fondamental. Je vous remercie de votre attention. Des questions peut-être dans la salle qui se lance. Jean-Pierre. C'est pas une question, c'est une remarque à propos de la colonie pénitentiaire du Mettray. Parce qu'il faut se rappeler quand même, c'était pénitentiaire, c'est-à-dire c'était pour les jeunes délinquants de l'époque qui étaient avec en quelque sorte rédimés par le travail de la terre. Je précise au passage que cette colonie pénitentiaire a duré longtemps, puisque Jean Genet y a fait, si je puis dire, non pas ses études, mais dans les années 30, il y a séjourné un bon moment. C'était une anecdote à préciser au passage. Ah ouais. Donc, on part de la prison pour arriver au paysage, ce qui est un paradoxe. Moi, je voudrais souligner le travail remarquable qu'a fait Louisa. On l'a vu travailler, on l'a un peu suivi à Versailles quand elle est arrivée. Et elle a commencé à fouiller, à ouvrir des cartons qui n'intéressaient plus personne depuis un siècle. Elle a tiré des petits papiers, des choses comme ça, presque insignifiantes, en tout cas à nos yeux. Parce qu'on regarde plutôt dans le fond ancien les beaux ouvrages. Et là, elle nous présente tout le contenu d'un enseignement dont on ne se doutait pas. Merci. Oui, encore merci pour cette démonstration formidable, justement des analogies entre la pensée de Choisy pour les architectes qu'on connaît bien, qui est resté un peu, le pape du structuralisme, du rationalisme en architecture, avec la théorie qu'il a reprise aussi, mais qu'il a élaborée sur la transposition de l'architecture en bois, de l'architecture en pierre. Même si depuis il y a eu quand même des choses qui ont remis ça en cause, avec l'art des jardins, parce que en tant qu'ancienne étudiante en architecture, je ne connaissais pas du tout non plus cette partie de son activité très importante. En fait, c'était le début de ma recherche est parti justement du fait que Choisy, qui était quelqu'un consacré toujours à l'histoire de l'architecture, pouvait enseigner le projet des jardins. À partir de là, je me suis dit, il faut comprendre qu'est-ce qu'il pouvait enseigner aux élèves. Et donc, m'a passionné vraiment ce que vous venez de dire, que c'est quelqu'un qui on ne pensait pas lié au jardin. Oui, bonjour. Également, moi j'ai été absolument surpris. Je ne connaissais pas du tout effectivement le fait que Choisy ait enseigné dans cette école de Versailles. Et je ne sais pas d'ailleurs si vous avez regardé si Thierry Mandoul dans cette thèse sur Choisy, il en parle ou pas? Il cite. Il le cite. Il dit il enseigne à Versailles. C'est tout. Et quelques mots, quelques phrases, mais pas du tout. Moi j'avais deux questions. Votre conclusion, c'était que ce cours que vous essayez de reconstituer donc, à travers l'ouvrage de Darcel et de Choisy étant un ouvrage où là, la marge d'interprétation est plus grande, et j'y reviendrai dans ma deuxième question, vous dites que ça serait une théorisation a posteriori d'un art des jardins qui s'est fait notamment autour de Barrier des Champs. Cela dit, quand là vous dégagez les trois règles principales autour de l'entrée, du seuil, du chemin en boucle et des tableaux, c'était des règles compositionnelles du jardin pittoresque et régulier qui avaient déjà été écrites, théorisées par les écrits de Repton et d'autres. Donc qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas forcément issu de cette tradition, mais bien de celle d'une pratique des jardins de cette époque-là, qui ne devrait rien ou des éléments moins significatifs et déterminants à la tradition pittoresque qui a elle-même été théorisée un siècle avant?
Et l'autre question, c'est, je n'ai pas tellement compris comment vous, du coup, vous réinterprétez le pittoresque grec de Choisy. Est-ce que, selon vous, ça procède d'une filiation donc purement architecturale qui viendrait comme ça croiser un peu par hasard l'art des jardins et du coup être mis au service de l'art des jardins, ou bien parce que le Choisy écrit après son cours, c'est ça? Oui, donc, à la fin de ses cours, il met ensemble toutes les choses. Donc est-ce que vous faites l'hypothèse, enfin je ne vois pas bien le lien de causalité, est-ce que vous faites l'hypothèse qu'éventuellement cette théorie du pittoresque grec chez Choisy aurait été aussi alimentée par le fait qu'il est, par son cours de création des jardins? Oui, alors, tout d'abord, lui, il écrit cet ouvrage, et il n'y a pas de documents d'archives sur ses cours, mais on dit que l'histoire de l'architecture correspond à les cours donnés à l'école de Pont-de-Chaussée et à Versailles. Et par rapport à la première question que vous disiez par rapport à la tradition anglaise, il y a bien sûr une filiation. Mais c'est tout à fait différent, la façon de faire les jardins, où là, on voit vraiment la présence des ingénieurs. Donc, ça reprend la tradition anglaise, mais c'est complètement réinterprété. Donc, tu peux retrouver, en fait, des choses, mais c'est tout à fait autre chose. Les tableaux dont parle Choisy n'ont rien à voir avec les représentations des paysagistes anglais. Parce que ce sont des compositions des ingénieurs, avec cette ouverture de Choisy aux émotions, aux autres caractères qui font sa différence parmi les ingénieurs. Il y a une formation d'ingénieur avec une ouverture à d'autres choses on retrouve dans ce chapitre du pittoresque grec et qui peut-être l'enseignement à l'école de Versailles a contribué à l'alimenter. Une autre question, Jean-Pierre? Oui. Encore une autre remarque. J'ai beaucoup apprécié ton travail, c'est formidable. Mais effectivement, je crois que le point de départ que tu donnes, à savoir Barrier, c'est très important parce que, et on comprend pourquoi, par exemple, dans les traités de Denis ou de Vachereau, eh bien, la référence c'est École française, Barrier des Champs. Et donc, c'est bien là un point de départ, et il le présente comme un second le nôtre, même. C'est bien un point de départ, un ancrage qui va ensuite travailler jusqu'à Choisy. Là, c'est formidable. Je connaissais, j'avais pas, je ne savais. Bon, toute personne qui a enseigné l'architecture, comme moi, connaît nécessairement les livres de Choisy, mais je ne savais absolument pas qu'il avait enseigné à Versailles. Ouais. Pas du tout. Là, il y avait une petite remarque de Chiara Santini. Oui, il y a un volet du travail de Louisa qui n'a pas été abordé aujourd'hui parce que ce n'était pas le sujet, mais dans cet enseignement, soit par Darcel que par Choisy, l'histoire des jardins c'est un cours probablement d'introduction à ces cours d'architecture des jardins et des serres. Donc c'est la première fois qu'on prend conscience aussi qu'un cours pratique doit avoir une introduction historique qui va fixer les éléments d'un parcours d'évolution de la civilisation, un parcours social qui se caractérise non seulement par des styles, mais vraiment l'évolution du jardin en tant qu'œuvre culturelle. Et ça, c'est important parce que on fait autre chose tout en étant conscient de ce qu'on a déjà fait. Donc, il y a les jardins réguliers, les jardins champêtres, qui n'est pas appelé pittoresque. Et une fois qu'on a bien expliqué les caractéristiques de tous les deux et la société dans laquelle ils se sont développés, alors on arrive à un autre type de composition qui est le dépassement de ces deux modèles qui justement, Louisa disait, elles ne sont pas du tout opposées, mais par contre, ils se recomposent dans une création différente, mais qui n'est pas nécessairement une copie ou une évolution du jardin pittoresque. Oui.
Si on a bien compris, la dimension horticole est très largement évacuée de ce type d'enseignement, ou à tout le moins, elle a laissé peu de traces. Non, alors l'enseignement d'architecture des jardins et des serres ne comprend pas la question horticole. Rien relatif aux plantes. Alors non, il y a en partie, mais c'est choisi même qu'il dit, il y a pour rentrer dans le détail de la question horticole, il y a mes collègues qui enseignent qui ont d'autres enseignements qui pourraient vous dispenser les principes horticoles. Moi, c'est la composition, le projet, le jardin. Mais il y a quand même une partie dans son ouvrage et donc dans son cours aussi où il explique comment le choix des plants doit être fait par rapport au projet, c'est-à-dire en général les formes, les couleurs, comment les disposer, etc. Mais c'est vraiment toute une première approche parce que la question est développée après dans les autres enseignements. Donc ça veut dire que la boucle est bouclée par rapport à Barillet qui lui était parti de l'horticulture. Oui, c'est un autre parcours là. Hein. Oui. Je vous propose 5 à 10 minutes de pause.